Bonjour, bienvenue sur le plateau de Champ de Vision. Alors, c'est peu dire que dans tous les secteurs du monde agricole, les interprofessions jouent un rôle important. Et c'est vrai également dans le lin. Alors, quelles sont les missions du CIPALIN, le comité interprofessionnel pour la production agricole du lin? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités que je vous présente. Bertrand Decoq, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du CIPALIN. Vous êtes aussi à la tête d'une entreprise familiale de teillage. Alors pour un béotien comme moi, le teillage, c'est quoi? Alors le teillage, c'est l'opération qui vient directement après l'agriculture, après la culture du lin, où l'on va effectivement séparer les différentes parties de la plante pour extraire tous les produits qui seront valorisés. Le produit principal que l'on recherche, c'est la fibre longue en particulier. Hubert Brisset, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président délégué du CIPALIN, président de la coopérative Opalin dans le Pas-de-Calais. Alors la coopérative Opalin, combien de divisions? Ça représente combien de personnes, combien d'agriculteurs? Alors ça représente 200 agriculteurs qui cultivent environ 3000 hectares essentiellement dans le département du Pas-de-Calais. Bertrand Gomard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président délégué, vous aussi, du CIPALIN. Vous êtes producteur de lin à Auville-la-Rivière, en Seine-Maritime. Vous jouez presque sur votre terrain, là, on peut le dire. Hein. Oh. Vous n'êtes pas loin. C'est pas très loin, mais la filière lin se trouve entre Caen et Amsterdam. Donc on est tous tout près du lin, on est tous dans notre cœur de métier. Et tout de lin vêtu, Pascal Prévost. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes président du comité technique du lin pour Arvalis, liniculteur sur le plateau du Neubourg. Alors là, pour le coup, vous êtes venu en voisin ce matin. Oui, je suis vraiment en voisin, d'autant plus je suis aussi président de la coopérative de teillage qui est juste en face, voilà, de l'autre côté de la rue. Alors, Bertrand, on va commencer avec vous. Je parlais tout à l'heure de l'interprofession. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les activités, les principales missions, quelles sont les principales missions de cette interpro. Donc tout d'abord, comme vous l'avez dit, le CIPALIN est l'interprofession du lin, l'interprofession agricole, donc qui regroupe les agriculteurs et les tailleurs. Donc aussi au sein du CIPALIN, il y a 3 organisations. La GPL, représentée par Bertrand ici, la Festal, qui regroupe les teillages du secteur coopératif, et donc l'USRTL, qui regroupe les teillages privés. Et tout le monde arrive à se faire sa place dans une interprofession comme ça? Tout le monde fait sa place depuis très longtemps, et c'est vrai qu'on a depuis très longtemps, la filière travaille vraiment ensemble dans le collectif. Voilà, je pense que c'est absolument nécessaire pour notre filière dynamique, petite filière aussi. Donc voilà, je pense que quand on est petit, il faut aussi unir les forces pour se défendre sur nos marchés. Et vos missions au quotidien? Alors, les missions du CIPALIN, elles sont de 3 ordres. Tout d'abord, bien évidemment, comme toute interprofession, une mission de représentation. Représentation au niveau des administrations, au niveau des ministères, au niveau politique, et bon, en général, hein, partout où on représente le lin, il faut qu'il y ait une voix qui parle, et donc c'est la voix du CIPALIN. Une seconde mission qui est tout ce qui tourne autour de la recherche et le développement à différents niveaux. Si on considère le niveau culture, agricole, donc il y a une délégation du CIPALIN à Arvalis pour toutes ces missions-là. Donc le CIPALIN finance Arvalis pour les opérations de R&D au niveau agricole. Et puis on fait également des missions de R&D pour accompagner les teillages dans différentes missions, que ce soit sécurité, développement technique, des teillages. Voilà. Alors on nous dit que vous êtes aussi très présent sur... J'ai aussi oublié une mission, pardon. qui est la 3e mission, qui est aussi le développement de nos marchés à travers différents volets, un volet économie, un volet promotion. Voilà, donc c'est aussi un élément très très important. Et sur ce point-là, nous missionnons la Confédération européenne du lin et du chanvre que la profession finance et avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour traiter tous ces sujets, d'ailleurs au niveau européen. Alors il y a des dossiers aussi qui sont très techniques, il y a des dossiers qui moi m'ont un peu surpris en matière de sécurité par exemple. Oui, bon, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, on a des enjeux très importants en termes de sécurité, en termes de santé au travail. Là aussi, on est beaucoup de PME dans notre filière, et donc le collectif nous permet d'avancer sur des sujets techniques, pointus, et qui nous permet de mutualiser nos moyens pour trouver les bonnes solutions pour faire évoluer aussi nos matériels et nos façons de travailler. Par exemple ? Exemple, tout ce qui est normalisation du matériel, par exemple. Il faut savoir que, bon, comme on l'a dit, il y a 10 coopératives, 15 CH privés, il y a quelques constructeurs.
Donc forcément, on mutualise nos moyens. Les constructeurs en face n'ont pas toujours non plus les possibilités de vraiment développer tout ce que l'on souhaiterait. Donc les accompagner et travailler ensemble permet vraiment d'avancer. Dans tous les cas, c'est notre ambition. Hubert Brisset, alors avec vous, on va parler économie, parce que là aussi c'est un des points importants. D'ailleurs, Bertrand le disait à l'instant, hein, un des rôles de l'interprofession, c'est le volet économique. Alors justement, de ce point de vue-là, ça c'est un peu votre activité au quotidien. Au quotidien, peut-être pas forcément, mais c'est une activité importante au niveau du CIPALIN, puisque on a une mission d'information, information à la fois des opérateurs, des tailleurs, mais aussi information des producteurs, des liniculteurs, et aussi information au niveau de l'aval, de dire ce qu'on fait. Donc notre mission, et c'est assez exemplaire dans le lin, c'est que on a des statistiques qui sont exhaustives, c'est-à-dire que toutes les entreprises de taillage, qu'elles soient coopératives ou privées, les 25 entreprises françaises et les entreprises européennes en général, donnent des informations mensuelles sur leur activité, sur leur capacité de taillage. Et en fait, en compilant toutes ces données au niveau européen, on arrive à avoir des statistiques qui sont fiables. Alors, pardonnez là encore une question qui peut vous paraître naïve, mais bon, c'est bien beau d'avoir des données, des statistiques, des choses comme ça, pour vous dire on est les plus grands, les plus beaux, les plus forts, et puis nos petits copains hollandais, ils ont peut-être été un moment moins bons que nous, ou on va être meilleurs qu'eux, mais ça sert à quoi, in fine, en dehors du fait de se faire plaisir? Alors, on le fait surtout pour informer et pour connaître le marché. En fait, le marché du lin, c'est quelque chose qui est au long cours, puisque la transformation entre le moment où un agriculteur décide de semer du lin dans un champ et le moment où il va être sur le marché final c'est le marché de destruction. En fait, c'est le moment où ça devient un vêtement et qu'il est acheté, il est consommé. Il se passe au minimum 2 ans. Et donc on a besoin en permanence d'anticiper, de savoir ce qui va se passer dans les 2 ans à venir, savoir ce qu'on a en stock, savoir ce qu'on est capable de transformer pour justement essayer de s'adapter. Et c'est important d'avoir des infos en temps réel. Le marché est à ce point fluctuant que le temps réel est essentiel? Le temps réel, ça permet surtout de corriger en fait et d'adapter à chaque fois les statistiques. On peut avoir en début de campagne, au mois de septembre, une idée du marché, de ce qu'on va produire plutôt. On peut avoir une idée du marché, mais le temps réel, ça permet de voir si on colle à la réalité et d'éviter, par exemple, de mettre en stock alors qu'on pourrait vendre, etc. Enfin, on a besoin de savoir ce qui se passe sur le marché. Alors justement, ce marché, ces tendances actuelles, quels sont les éléments que vous pouvez nous donner là-dessus? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le marché est très demandeur. Puisque tout ce qu'on produit dans les taillages au niveau européen part chez nos clients. Alors nos clients directs sont les filateurs, puisque c'est eux qui transforment après en fil. Donc voilà. Alors, Bertrand Gomard, avec vous, j'aimerais qu'on parle des questions réglementaires et institutionnelles. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Quelle est votre activité au quotidien quand vous vous occupez des questions institutionnelles et réglementaires? Ça m'a l'air très austère. Oui, effectivement, au premier abord, ça peut paraître flou, mais c'est très important qu'une filière aussi petite que la nôtre puisse avoir droit au chapitre au niveau réglementaire et au niveau institutionnel. Je vous prends un exemple extrêmement d'actualité, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, il y a eu le Varenne de l'eau et du changement climatique qui a été lancé par le président de la République et le ministre de l'Agriculture en 2021. Suite à cela, une cellule prospective a été créée au sein de France Agrimaire, qui est le bras armé du ministère de l'Agriculture, pour justement élaborer des scénarios, proposer des orientations, des recommandations à horizon 2045. Et ça dans le but d'adapter l'agriculture justement au changement climatique. Alors, cette cellule, elle est composée d'une 20aine de personnes, issues du milieu agricole et para-agricole. Et force est de constater que je suis quasiment le seul agriculteur dans cette cellule prospective.
Donc mon rôle, c'est bien de défendre l'agriculture, l'agriculteur, le lin évidemment, mais on est avec d'autres filières agricoles pour justement trouver ces solutions et faire les recommandations, les bonnes recommandations qui correspondent à la réalité du quotidien et à ce qu'on pense être l'avenir, donc grâce à Arvalis notamment, pour rendre nos cultures encore plus pérennes. L'enjeu, l'adaptation au changement climatique, avec maintien, renforcement du progrès technique, économique, social et bien sûr environnemental. Et très concrètement, ça change quoi cette adaptation au réchauffement climatique, au bouleversement climatique, c'est selon l'expression que l'on veut utiliser, ça change quoi pour vous les producteurs de lin? Qu'est-ce que ça change pour nous? Ben, vous le ressentez? Oui, le changement climatique aujourd'hui, on le ressent sur une période de court terme, oui. Sur de long terme, ça reste encore à prouver, mais on ressent quand même un réchauffement climatique. On le vit encore cette semaine, mais on ne peut pas raisonner une semaine à l'échelle humaine. C'est pas suffisant. Mais effectivement, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a des événements climatiques de plus en plus fréquents qui perturbent un petit peu notre production. Donc nous devons mettre des moyens supplémentaires pour s'y adapter. Mais j'ai bien compris que le lin, c'était quand même une plante qui était plus résistante à des variations climatiques. Bien sûr, elle est située dans la partie nord de la France, nord de Paris, bordure de côte. Donc on a un climat quand même plus tempéré. Néanmoins, on voit quelques effets. Donc nous devons nous y préparer. Alors, quand on se balade du côté du ministère de l'Agriculture, rue de Varennes, à Paris, on nous dit toujours la loi Egalim, la loi Egalim, la loi Egalim 2, parce qu'il y aura peut-être une Egalim 3, qui sait. Vous, est-ce que vous vous sentez concerné, les producteurs de lin, par cette loi Egalim ou pas? Alors, la loi Egalim, pour mettre le contexte, elle a été créée principalement pour les produits alimentaires et pour des produits qui restent sur le marché français. Le lin, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas un produit alimentaire et ce n'est pas un produit qui reste sur le marché français. Il est majoritairement exporté en Europe et dans le monde entier. Donc nous sommes très peu concernés par la loi Egalim 2, et peut-être demain encore la 3. Néanmoins, nous profitons de cette loi, de cet esprit de loi, pour renforcer nos liens avec nos premiers acheteurs que sont les tailleurs, pour créer des contrats écrits avec peut-être encore plus de transparence. C'est déjà très bien aujourd'hui, mais avec encore plus de transparence, plus d'informations pour donner de la visibilité à nos producteurs dans leur gestion. Alors en préparant cette émission, j'ai vu que vous travaillez, vous n'êtes pas seul, vous travaillez en groupe. Je crois que c'est un peu, parfois je dirais que vous chassez en meute. Oui. Vous ne travaillez avec d'autres, vous avez des partenariats avec d'autres institutions, d'autres structures. Et lesquelles? Alors, le premier partenariat, bon, je vous ai parlé de France Agrimaire déjà. Ensuite, nous avons des contacts réguliers au fil des réglementations avec le ministère de l'Agriculture ou la DGPE, qui est la direction, sa direction générale, concernant les travaux sur l'assurance récolte, par exemple, la contractualisation, j'en ai parlé, sur le carbone. Il y a beaucoup de sujets sur la stratégie textile européenne, etc. Il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Il y a eu... c'était peut-être moins heureux, mais la problématique des néonicotinoïdes avec le plan pollinisateur. Donc nous intervenons à chaque fois auprès du ministère de l'Agriculture pour avoir de l'information et pour permettre au lin de s'adapter à ces nouvelles lois et essayer d'influer à la marge la loi pour nous. Facile de faire entendre sa voix? Très difficile. D'autant plus que nous sommes une petite filière. Alors, de cette filière, on parlait des institutions, des relations, des partenariats. Maintenant, on va parler de l'avenir. Avec vous, Pascal Prévost, la recherche, le développement, c'est votre cœur d'activité au sein de l'interprofession. Alors, faites-nous rêver, on va dans quelle direction en matière de recherche et développement aujourd'hui? On a deux gros enjeux. Alors, je vais rebondir sur déjà l'élément qui a été évoqué par Bertrand Gomard, qui est comment produire toujours et de bonne qualité malgré ces changements climatiques. Et là, même si nous sommes dans une zone qui est à peu près protégée du fait de sa proximité maritime, nous devons quand même étudier et pouvoir nous préparer à ces aléas. Donc maîtrise variétale, hein, il y a beaucoup de recherches qui sont lancées pour nous adapter à ce changement-là. Alors Arvalis travaille beaucoup de sujets qui sont
qui vont de la biologie moléculaire en passant par l'écophysiologie, un partenariat très fort avec les sélectionneurs pour évidemment trouver les variétés qui pourront s'adapter au mieux pour pouvoir continuer à produire. Donc c'est un enjeu important. Il y a beaucoup de changements de variétés. Il y a beaucoup de création de variétés. On a la chance d'avoir des sélectionneurs qui sont très très actifs, qui recherchent aussi non seulement l'adaptation au changement climatique, mais aussi des tolérances variétales qui sont des tolérances aux bioagresseurs. Donc un enjeu très très important pour une filière qui doit rester une filière durable et de qualité. Alors, en matière de recherche, quels sont, selon vous, les événements, si on prend les quelques dernières années, les choses les plus importantes qui ont abouti pour vous et qui ont changé un peu aussi votre activité? Pour moi, les plus importantes sont l'apparition de variétés tolérantes. On parle plus souvent de tolérance que de résistance, qui permettent une modération des intrants, de la protection phytosanitaire. Et ça, c'est pour moi la grosse nouveauté. Alors, c'est intéressant, j'allais dire, sur le terrain, pour vous, pour les producteurs, mais en termes d'image, c'est aussi une formidable image. En ce moment, on parle beaucoup des intrants, il y a beaucoup de combats qui sont menés par certains lobbies, etc. Vous, le lin, quand même, c'est 0 intrant, pratiquement? Bien sûr. Alors, à l'évidence... C'est la plante la plus écolo qui soit, le lin. C'est une plante très écologique parce que c'est une plante qui, bénéficiant d'un cycle de végétation assez court, de l'ordre 110-120 jours, nécessite peu de protection. Donc, oui, les intrants, en termes de protection contre les bioagresseurs, les intrants en termes d'engrais aussi sont très très minimes. Donc, mais c'est quand même une image de durabilité qu'il faut conserver. Et il faut arriver à allier une augmentation de production nécessaire, une augmentation de qualité pour répondre aux besoins de marché qu'a cité Hubert Brisset, mais en même temps éviter toute déviance et éviter toute intensification, j'allais dire, qui serait négative. Donc oui, beaucoup de progrès et puis une motivation agricole qui est très très forte dans ce sens. Qui est en réponse aussi, qui est en écho avec les demandes aval de la filière, qui sont évidemment des demandes qui concernent effectivement la durabilité. Et vous avez un vrai travail de communication, alors peut-être pas forcément en direction des lobbies dont je parlais, mais de tous les consommateurs. Là, c'est le début de l'été, et généralement, le début de l'été signifie aussi, pour certaines grandes maisons d'habillement, la vente de chemises en lin, de pantalons en lin, de gilets en lin. C'est ces consommateurs-là qu'il faut informer. Oui, c'est ce que nous faisons. C'est ce que fait beaucoup la CELC en matière de promotion, beaucoup de communication vis-à-vis des marques aussi, qui montrent une réelle appétence évidemment sur le lin à cause de ses caractères de durabilité. Et je vais donner une petite précision quand même, c'est que de plus en plus, on a aussi des consommations de lin l'hiver. C'est-à-dire qu'on associe peut-être trop souvent le lin seulement à l'été, mais le lin est aussi une consommation d'hiver. Alors, Bertrand, il nous reste une dizaine de minutes pour cette table ronde. Je voulais qu'on se projette un peu dans l'avenir. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, que le lin est certes, pour reprendre une expression branchée, furieusement tendance, mais c'est aussi une culture d'avenir. Et on le sait peu fort. Nous, les citadins, on le sait peu. Alors oui, c'est une culture effectivement d'avenir, puisque le lin coche parfaitement un certain nombre de cases dans l'industrie textile par rapport à son côté naturel, végétal, durable. Donc voilà, c'est ce que recherche aussi aujourd'hui le consommateur, c'est ce que recherchent aussi les marques et les distributeurs. Donc effectivement, on a vraiment beaucoup d'atouts pour nous aujourd'hui, mais aussi beaucoup de défis dans la filière. Voilà, je pense qu'à tous les niveaux de la filière, on a des défis aujourd'hui. Il y a un défi au niveau agronomie pour s'adapter au changement climatique. Il y a des défis de traçabilité tout au long de la filière, puisque c'est aussi une demande de transparence de la part des consommateurs. Et des défis aussi en termes de production en qualité notamment et en volume pour s'adapter à ce marché. Il y a des demandes aujourd'hui des entreprises textiles, des entreprises de teillage pour plus de quantité de lin à travailler. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a du mal à suivre la demande. Alors certes, on a eu des récoltes qui ont été un peu déficitaires ces dernières années, donc qui nous pénalisent un peu, mais aujourd'hui, effectivement, sur le marché, il manque de fibres longues. Hubert Brisset, dans le Pas-de-Calais, quand on voit le succès de la filière lin, est-ce que ça attire des nouveaux acteurs
par exemple, des agriculteurs qui étaient dans d'autres secteurs qui disent finalement le lin c'est pas mal, je vais me lancer dans cette aventure? Alors c'est vrai que c'est assez attirant, mais la culture du lin est quand même quelque chose de très technique, qui demande beaucoup d'investissement, puisque tout le matériel, enfin quand je parle d'investissement en matériel, déjà, tous les opérations de récolte se font avec des matériels spécifiques qui peuvent servir qu'au lin, donc ça veut dire c'est quasiment du sur-mesure, hein, le matériel qu'on utilise. Ah, oui, c'est vraiment dédié au lin et uniquement au lin. Donc quelqu'un qui décide de faire du lin, s'il veut s'investir dans la récolte, il y a quand même un paquet d'argent à mettre sur la table, ou alors il peut confier à un prestataire, mais ça n'empêche qu'il y a un investissement dans le temps. Hein, et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui s'intéressent parce que c'est une culture qui est plaisante à faire, c'est une très bonne tête d'assolement, donc c'est vrai que ça peut attirer, mais c'est une culture très risquée, on ne peut pas en mettre autant qu'on en voudrait parfois, risquée d'un point de vue météo, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, elle doit croître en 100 jours. Donc il faut 100 jours sans à-coups, sans coup de chaleur, sans trop d'humidité, etc. Donc, là c'est la période où vous ne dormez pas en ce moment, parce que l'arrachage aura lieu courant juillet. C'est les moments les décisifs en ce moment. On est dans une période, on a vécu une période critique début mai, là, quand il a fait déjà chaud et sec, où on a vu que les lins ne prenaient pas de hauteur. Heureusement, il a plu, malheureusement un peu trop tard, mais ça a permis aux linières de s'étoffer un peu. Donc pour l'instant, oui, effectivement, c'est du mauvais temps. Hein. On dit toujours que les excès, qu'ils soient au niveau de température ou d'humidité, c'est du mauvais temps pour le lin, parce que c'est une plante qui pousse là sur la bande côtière, parce qu'elle est tempérée. Et ce qu'on a besoin, c'est vraiment de quelque chose de régulier, aussi bien au niveau des températures que de l'humidité, sur toute la période de croissance. Bertrand, on parlait à l'instant d'agriculteurs qui voudraient se lancer dans la culture du lin. Vous, qui connaissez ça par cœur, quels sont les conseils que vous donneriez à justement un de vos collègues qui dit bon, je vais abandonner tel type de production et je vais me lancer dans le lin, parce que finalement, ça a l'air d'être une filière qui marche plutôt bien? Déjà, le lin a besoin d'un terroir adapté, de limon profond, donc il faut des bonnes terres déjà. À la base, c'est le terroir qui est capital. Une fois que le terroir est, on va dire, cet élément-là est élevé, l'agriculteur a besoin de se passionner, de se motiver, de s'équiper ou de travailler avec des voisins qui ont un équipement disponible. Et comme le disait Hubert, le lin nécessite un équipement spécifique. Et ça, c'est primordial. L'équipement spécifique au lin pour travailler correctement le lin assez rapidement, parce que quand le lin est bon, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. On n'attend pas 3 jours, il faut avoir vraiment l'équipement à disposition. Troisième point, bénéficier de stockage. Les entreprises de tillage ne peuvent pas transformer la paille de lin en 1 mois après la récolte. Ça s'étale sur 12 mois, bien évidemment. Donc les agriculteurs doivent être équipés de stockage de lin. Puis dernièrement, évidemment, avoir un contrat, j'en ai parlé tout à l'heure, avoir un contrat avec un tailleur, pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans. On veut de la pérennité, on veut de l'expertise et de la technicité. Et alors, toutes les informations dont on peut avoir besoin avant de se lancer, on les trouve grâce à l'interprofession? Alors, on les trouve grâce à l'interprofession, on les trouve grâce aux tailleurs, aux techniciens dans les taillages, on les trouve chez Arvalis, bien évidemment. On les trouve aussi, par l'échange, par l'excellence. Les agriculteurs parlent beaucoup entre eux. Et en fin de compte, le lin, ça prend beaucoup sur le terrain. J'ai fait un petit peu d'études, on ne parlait pas du tout du lin. On apprend sur le tas, d'accord? Donc on apprend avec le milieu, on va dire. Pascal, hier, quand on préparait cette émission, pour plaisanter, on parlait du réchauffement climatique et je disais, bientôt vous allez voir, on va faire du rosé de Provence à Dunkerque. Ça va pas être ça aussi un de vos problèmes, c'est que pour le moment vous êtes effectivement de la Normandie à la Hollande. Est-ce qu'un jour la Normandie il fera trop chaud pour faire du lin? Je vais vous répondre. Je vais faire une réponse de Normand, mais sous une autre forme. Il ne faut jamais dire jamais. Hein, finalement, les choses évoluent, les modélisations peuvent nous répondre quand même partiellement.
il semblerait que sur tout l'Ouest, on est quand même sur des zones qui vont être capables d'amortir ce changement climatique. Donc je suis assez serein. Quoique, je vous ai dit, bien évidemment, il faut se préparer au niveau de la sélection des variétés, de l'étude. Ça, c'est quand même des sujets. Et je vous ai dit aussi hier dans notre échange sous forme de boutade, il faut aussi savoir le faire. On peut cultiver peut-être de la vigne dans les Hauts-de-France, il faudra savoir faire le vin. Pareil pour le lin. Le lin, c'est très technique comme culture. Ah oui, ça a été dit par les 3 autres intervenants. Effectivement, c'est très technique parce que c'est une culture avec des rendez-vous. Il y a des rendez-vous avec l'agriculteur qu'il ne faut pas manquer. Donc, et c'est une végétation, je rappelle, hein, qui est assez courte. Donc, les temps de réaction sont assez, les fenêtres de tir sont assez étroites. Moi, je dirais la première des mises en garde pour quelqu'un qui veut faire du lin ou un jeune qui démarre, parce qu'il y a une transmission aussi dans les exploitations, un renouvellement des générations, c'est de bien se sourcer au niveau des informations techniques sur le choix des variétés, les adapter au terroir, au terrain, au passé des parcelles, tenir compte de tout un tas d'éléments qui sont les éléments de structure du sol. Donc là, je suis assez fier des travaux qui sont menés à Arvalis, qui courent en fait et qui sourcent tout le système de vulgarisation qui passe par l'étayage, par la vulgarisation agricole des GDA, et qui vont vraiment se sourcer au sein d'Arvalis où sont faits tous ces essais techniques, comme vous pouvez le voir autour sur les plateformes. Et alors justement, ça marche comment vos relations avec Arvalis? Vous signifiez vos besoins, vos ambitions, et eux vous trouvent des solutions, ou Arvalis, les chercheurs, les arvaliciens comme on dit, vous proposent des innovations? Il y a 2 choses. On a une forme. Alors, moi, je suis mandaté par l'interprofession pour représenter l'interprofession au sein d'Arvalis. Donc, je suis administrateur pour la filière lin dans un conseil d'administration qui doit, si je ne m'abuse, regrouper 30 ou 35 personnes de filières différentes. Mais surtout, je suis président d'un comité technique qu'on appelle le comité technique lin, qui est constitué de membres qui appartiennent vraiment spécifiquement à la filière lin. Alors, ce comité technique lin regroupe des techniciens de teillage qui sont quand même des gens de terrain qui sont les professionnels du quotidien, si vous voulez, du suivi de la culture et du teillage. Des tailleurs professionnels et des producteurs lignés, et surtout, je voudrais ajouter la présence de semenciers, de sélectionneurs qui ont je dirais le niveau scientifique qui est un petit plus sur ce comité. Et dans ce comité technique, les permanents Arvalis, les arvaliciens, comme vous l'avez dit, participent, sont à l'écoute, font des propositions, et c'est un lieu d'échange. Alors évidemment, les grandes lignes directrices, il y a des lignes qui sont déjà communes avec d'autres filières. L'aléa climatique en est un, puisque c'est un sujet aussi pour les maïs et pour les blés. Mais c'est là qu'on étudie les sujets spécifiques lin, et où les gens de la filière s'expriment en disant on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et après, on se tourne vers ce qu'on appelle le conseil professionnel, qui est le comité directeur Cipalin. Vous devez vous douter pour quelle raison. C'est pour demander les financements qui, à mon sens, sont souvent un petit peu sous-dimensionnés. Voilà, le message est passé. On l'a bien compris. Alors, une dernière question, Bertrand, pour conclure cette émission. On l'a dit, donc filière très technique, filière qui progresse, filière qui correspond à une demande. L'avenir, vous le voyez comment, vous, aujourd'hui? L'avenir, on le voit en lin, évidemment. Vous avez 3 heures et je ramasse les copies. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, le jour de l'épreuve de philosophie du bac. Bon, on le voit en lin, évidemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, on a vraiment de belles perspectives. On a beaucoup de travail aussi hein, pour continuer à atteindre ces objectifs, de répondre à la demande, etc. Mais bon, voilà, enfin, je pense que vraiment, le ciel est bleu aujourd'hui, les lins sont beaux, ils sont en fleurs. Voilà, on est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je surfe sur cette vague bleue. Et avec une interprofession dynamique. Oui, évidemment, je pense qu'on en a déjà fait nos preuves. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de travail fait en commun. Il y a des plateaux où les gens travaillent en commun. Chacune de nos familles a des permanents qui travaillent ensemble, qui sont sur le même plateau, voilà, qui travaillent. Je vais les saluer d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont pas loin. Ils font vraiment un travail très très intéressant, ce sont des vrais professionnels qui travaillent avec agilité sur beaucoup de dossiers très, très différents, et ils nous font un très bon job pour voilà, nous accompagner, développer notre filière et nos marchés. Vous voyez,
4 représentants de la filière lin, 4 représentants heureux. Et ça fait du bien dans ce monde parfois agricole qui doute. Mais là, vous voyez, ici, ça bouge et ça bouge beaucoup. Alors, merci d'avoir participé à cette émission, messieurs. On vous retrouvera bientôt, bien évidemment, pendant ces 2 journées ici sur l'innovation. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre débat sur le plateau de Champ de Vision. Très bonne journée.